Bonjour Agnès. Bonjour tonton. Alors Jessica, avant tout, je voulais te remercier de parler de ce qui t'est arrivé en 2019, qui a été une année très très dure pour toi. Tu as eu un cancer, et ce Tout à fait. cancer s'appelle le thymus, mais qui engendre aussi une autre maladie que je ne connaissais pas, qui est la myasthénie. Est-ce que je le prononce bien? Exactement, la myasthénie. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce cancer exactement? Alors effectivement, c'est quelque chose que personne ne connaît parce que le thymus est un organe donc, qui se situe à ce niveau-là. Et donc, c'est quoi? C'est un petit organe quand on est enfant qui nous permet en fait de développer nos anticorps. Mais quand on grandit, cet organe est censé réduire de taille. Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Et on m'a expliqué que le mien n'avait pas réduit de taille et continuait à produire des anticorps alors qu'il ne devait pas. Et donc, ce cancer est lié à la maladie, donc, comme tu l'as dit, qui s'appelle la myasthénie. D'accord. Parce que la myasthénie est une maladie où en fait le surplus d'anticorps empêche la transmission entre le nerf et les muscles. D'accord. Et donc, et pourquoi tu as eu le besoin de faire un blog qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Jessie Mama? Tout à fait, c'est Jessie Mama. J'ai fait ce blog parce que quand j'ai eu, moi, la maladie, comme tout le monde aujourd'hui, la première chose que j'ai fait, j'étais sur Internet. D'accord. Et quand j'ai été sur Internet, je me suis rendu compte que c'était très... Il y avait des informations, on trouvait des informations et des explications, mais pas de vécu. Et donc moi, j'avais besoin, en fait, quand je suis sortie de cette maladie, de partager avec les gens mon vécu. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment tu as su que tu avais ce cancer? C'est quoi les symptômes au début par rapport à toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, quelque chose de très banal. Le premier symptôme était en janvier donc 2019. J'avais un ptosis. Donc je ne savais pas ce que c'était un ptosis. Un ptosis à l'œil, c'est quand on a la paupière qui s'affaisse. Donc D'accord. moi, je pensais tout simplement à une poussière ou à une gêne. Donc j'ai laissé traîner la chose. C'est donc mon mari Samy qui m'a pris rendez-vous de force chez un ophtalmo. Et donc le 7 février, j'ai été chez un ophtalmo parce que mon ptosis, donc mon affaissement à la paupière ne s'améliorait pas. Et plus j'étais fatiguée et plus il était grave. Plus ça Donc, s'affaissait. ça, c'est le premier symptôme, ça. Le premier symptôme que D'accord. j'ai eu. Donc le 8 février, j'ai été aux urgences de l'hôpital 15-20 sous recommandation donc, de mon ophtalmo. Et arrivé aux urgences, donc on m'a diagnostiqué myasthénique. D'accord. Ce que tu À cette expliquais étape, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer par la suite. Donc j'avais juste été diagnostiquée myasthénique. Donc c'est une maladie neuromusculaire rare que personne connaît. Et on m'a expliqué que voilà, il était possible par la suite d'avoir d'autres symptômes, que j'allais avoir un médicament qui s'appelait donc le Mestinon, que je devrais prendre au fur et à mesure progressivement et que ça allait par la suite aller mieux. Je me D'accord. rappelle même qu'à l'époque, je lui avais demandé si je pouvais aller au ski, parce que je comptais aller en ski Bah en oui, famille. on était en vacances à ce moment-là Voilà. ensemble. Et, Donc je lui avais demandé, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc pour maman et ma mère donc, qui m'avait accompagnée chez le neurologue avec moi, bon, on s'est dit, bon, bah, on va prendre le médicament et on verra bien. Sauf qu'au fur et à mesure donc, du mois de février, j'ai eu d'autres symptômes. et c'était lesquels les autres symptômes? Donc, Donc le premier, c'est vraiment la le ptosis, problème de l'œil, vraiment, j'avais vraiment effectivement. ça. Ouais. Le deuxième symptôme qui est apparu chez moi, c'était donc la mâchoire. C'est-à-dire, donc c'est une paralysie. Hein. Moi, je ne le savais pas, mais j'arrivais pas à mâcher. Je n'arrivais plus à manger de D'accord. pain. Quelque chose de très banal, je ne pouvais plus mâcher du pain. Donc au fur et à mesure, j'arrivais à mâcher doucement, mais j'arrivais plus à serrer les dents de ma mâchoire. Donc ça a été le deuxième symptôme chez moi. D'accord. Après, il y a un autre symptôme, c'est la fatigue. C'est en fait du jour au lendemain, on est tout le temps fatigué. Donc c'était un peu au fur et à mesure dans la continuité, pareil. J'étais vraiment très fatiguée. Et enfin, un des derniers symptômes, parce qu'il y en a plusieurs, comme c'est Non, mais une c'est ce que je paralysie m'aperçois. faciale, il y a un des symptômes, c'était la déglutition. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Et c'est à ce stade-là qu'on parle vraiment, c'est la dernière étape, donc de cas graves, ou d'une masthénie aggravée, c'est comme ça que disent les médecins, parce que à partir du moment où on n'arrive plus à avaler, ils estiment que c'est dangereux. D'accord. Donc là, tu m'as décrit les phases. Là, il y en a eu quatre Voilà. phases Il y en a 4-5 à peu de près. ce fameux cancer. Voilà. À quel moment tu as été hospitalisée? Quelles ont été tes craintes, tes peurs, ton ressenti? Parce que tu es quand même une jeune maman, Tout à fait. donc d'une petite Amélia qui est adorable. Tout à fait. Mais on en reparlera après aussi. Par la Je voudrais suite, là, juste c'est vraiment le début. savoir vraiment à quel moment tu as été hospitalisée et ce qui a été les conséquences psychologiques aussi, parce qu'il y a, Ouais. il y a un ressenti personnel. Ma première vraie crainte, c'était au ski, quand on était tous ensemble. Ouais. Parce que le dernier matin, j'arrivais pas à me lever. Et c'est là où D'accord. je me suis dit, et je l'avais dit à personne. Eh bien oui, Donc, parce que tu vois, on était ensemble et j'ai... Parce que je pense que je fais partie de ces gens qui minimisent, sans vraiment pour pas inquiéter les gens autour.
Donc, on était au ski et j'ai dit à Samy, j'arrive pas à me lever. Descends avec la petite, Alors, j'arrive pas à me lever. je te rassure, je fais juste une parenthèse. On était très inquiets à ce moment-là. Bah Parce oui, que c'était parce pas que c'est normal là, ce que tu avais et on te connaît assez voilà. C'est pour là où savoir j'ai eu, justement que tu as une force de caractère qui fait que tu peux Mhm. dissimuler des choses, mais mais pas nous, ça, la pas ça. déglutition. On est En d'accord. fait, c'est quand j'étais au ski avec vous, et donc maman et la famille, que j'ai eu le premier le symptôme qui disent grave, où je n'arrivais plus à avaler et mâcher. Je n'arrivais D'accord. plus, je ne sais pas si tu te rappelles, on Si, je me mangeait, rappelle, hein, et maman me faisait des soupes, parce que c'était la seule chose que je que pouvais, tu arrivais à manger. Ouais. voilà, que j'arrivais à manger. Donc c'était vraiment là le symptôme Donc là, qui tu as était eu un peu un compliqué. moment de peur, tu es parti du ski, tu es arrivé On est chez parti du toi. ski. Même le trajet de retour, j'étais pas bien, puisque c'est la première fois où j'ai craqué, puisque j'ai Mhm. pleuré en rentrant chez moi, parce que je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai dit donc à Samy ce jour-là, c'était donc le mercredi soir, j'ai dit à Samy, écoute, on laisse la nuit se passer, je verrai demain matin. Parce que d'après le neurologue qui m'avait Mhm. expliqué, c'était souvent lié à la fatigue. Donc j'avais quand même fait du ski, donc je me suis dit, je dois être fatiguée. Mais le matin, en me réveillant, j'allais pas du tout mieux. Donc mon premier réflexe a été d'appeler ce fameux neurologue de l'hôpital 15-20, parce que j'avais son numéro. Et il m'a dit, ah non, non, vous foncez aux urgences, surtout allez-y, et quand vous y êtes, vous m'appelez. Donc j'ai dit à Samy, bon, Quelque chose de c'est pas pas normal, hein, on normal, est donc on d'accord. y va. Et donc j'ai été donc, aux urgences d'Armand-Briard, parce que ma Mhm. belle-mère travaille là-bas. Donc elle est venue avec moi parce qu'elle était en congé ce jour-là. Elle m'a accompagnée avec Samy. Samy après n'est pas allé avec moi parce qu'il il travaillait, et puis je lui ai dit, t'inquiète pas, j'ai eu avec ta mère. J'étais donc aux urgences, on m'a donné des corticoïdes. Je te dis ça maintenant parce que tu comprendras par la suite. D'accord. Au début, on ne le savait pas. Donc on m'a donné des corticoïdes. Par la suite, effectivement, j'allais mieux. On m'a fait une dose, donc j'allais mieux au fur et à mesure de la journée. Mais j'ai été expédiée à Henri Mondor. Parce que dans l'hôpital Armand-Briard, c'est un petit hôpital, clinique privée, ils n'avaient pas de service neuromusculaire. Donc j'ai été donc, transférée à Henri Mondor où j'ai passé toute ma journée de 10 heures jusqu'à 22 heures où j'ai été transférée en chambre. Et là, tu savais pas encore réellement ce que tu avais. Non. D'accord. C'est-à-dire que je leur avais dit que j'étais myasthénique, donc ils savaient que c'était lié à la myasthénie. Et vers 21 h ou 20 h, je ne sais plus, en fin de journée, j'ai donc en fait une personne de la réanimation. Donc je ne m'attendais pas à la réanimation, mais ils m'ont dit qu'ils étaient obligés de mettre quelqu'un de la réanimation parce qu'il fallait que je teste ma respiration, qui m'a fait faire des tests de respiration. Donc c'est une petite machine où on souffle et au fur et à mesure de la force de notre souffle, il y a des poids qui se soulèvent. Donc ça, c'était mon outil, j'en ai encore un à la maison qui va me suivre toute ma vie. Hein, donc voilà. Donc j'ai dû souffler et c'est là où en fait il a dit, écoutez, voilà, votre respiration elle n'est pas top, donc on va vous regarder en réanimation. Sauf que le lendemain, donc ça c'était le 21 février 2019. Voilà, C'était précise en plus dans les dates. Hein, je me rappelle, c'est quelque chose, je pense, qui marque en fait. Je pense. Ouais. Et donc le 21 février 2019, voilà, on m'a dit, écoutez, madame, on va vous garder. Donc ok, le lendemain matin, je me réveille. Et en fait, je ne le savais pas. Donc en fait, les corticoïdes, ça a soulagé sur le moment. Mais le lendemain matin, j'ai eu tous mes effets secondaires, donc toute ma maladie qui s'est déclenchée d'un coup. Donc le lendemain matin, j'étais un légume, quoi, clairement. C'est-à-dire que j'avais mon ptosis. Donc le ptosis, c'est lié à la diplopie. Diplopie, c'est quand on voit double. D'accord. Ouais. Voilà, donc je voyais double. Je pouvais presque pas parler. Donc au fur et à mesure de ma maladie et au fur et à mesure de mon hospitalisation, j'ai perdu la parole. Je n'avais plus de force musculaire, donc je ne pouvais plus rien faire seule. Et donc j'étais en réanimation quelques jours, mais je me suis retrouvée comme effectivement un légume. Donc c'est là où je me rappelle. voilà, c'était le tout début, ma première réanimation, et c'est là où on se dit c'est bizarre, c'est étrange, voilà, parce que j'avais vraiment besoin d'aide pour tout, et je ne pouvais pas manger. Donc c'est à partir de là, à partir de cette hospitalisation le 21 février où en fait j'étais perfusée parce que je ne pouvais pas avaler. Mais là, tu réalisais toujours pas ce que tu avais réellement. C'était trop rapide. Je pense vraiment qu'au début, on ne réalise pas. On parle vraiment de 24 heures, là, du journée, quoi. D'accord. Voilà. Et même, oui, parce que ça a duré vraiment 48 heures, parce qu'après, ils m'ont donné donc de l'hémoglobuline. Je ne connaissais pas non plus. Donc, c'est des globules. J'ai l'impression de parler à un médecin, ma nièce, là. Tu me sors des termes. Moi, je ne connaissais pas non plus. Et c'est vrai que comme je suis très curieuse, même les médecins me le disaient souvent en urgence, je posais tout le temps des questions. C'est-à-dire que même si je ne savais pas parler, je leur demandais toujours comment, quoi, pourquoi. Et donc, ils rigolaient parce qu'ils disaient, mais vous êtes la seule à vouloir tout comprendre. Et j'avais besoin de comprendre ce que j'avais pour pouvoir, moi, m'y faire, en fait, l'accepter. Donc, au moins, je savais tout. Donc, voilà, premier traitement, ça m'a soulagée, en fait, mais sur une courte durée. D'accord. Donc, ça veut dire 4-5 jours. Génial. Ça m'avait soulagée au point que, de souvenir, j'avais eu... donc, le premier week-end où j'étais hospitalisée, j'ai eu une autorisation de sortie. Parce que j'avais été transférée en neurologie, j'allais mieux. Et j'ai eu donc ce week-end-là une autorisation de sortie, je suis rentrée chez moi.
juste le dimanche après-midi, samedi après-midi, parce que je n'avais pas le droit de dormir, voilà. Mais ça s'est très mal passé, parce que je me suis rendu compte que non, je ne pouvais toujours pas manger, alors qu'effectivement au début ça allait mieux, parce que plus le traitement était loin, plus j'allais mal. D'accord. Voilà. Donc conclusion, je suis revenue à l'hôpital et puis rebelote. Et là, tu as commencé à te poser des questions là, quand tu es revenue à l'hôpital. J'étais obligée de revenir à l'hôpital puisque c'était juste une autorisation de sortie. Mais je ne m'attendais pas, en fait, puisque j'étais en neurologie, à refaire une crise. Parce qu'en fait, effectivement, ma maladie est liée sur des étapes de crise. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant que j'étais là-bas, moi, j'étais toujours que myasthénique. Ils m'ont fait, si tu veux, donc, dès le premier jour où je suis arrivée, donc, un scanner. D'accord. Puis un IRM. Puis, au fur et à mesure, voilà. Après, donc, premier scanner. Deuxième, ça a été l'IRM injecté. Et IRM injecté, j'étais pas trop bien parce qu'effectivement, une injection, pour moi, déclenchait des symptômes. Donc, à chaque fois, j'ai eu plusieurs hauts et bas. Et c'est là où ils m'ont dit, écoutez, vous avez un cancer. D'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'en l'espace de 4 jours... Et là, le mot cancer, là, fait tilt dans ta tête. Là, tu t'es dit, là, c'est plus que grave, quoi. Il y a quelque chose... Je me suis dit, bon, ok, j'ai un cancer, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Moi, je suis comme ça. J'ai besoin vraiment de comprendre ce que j'ai. Donc, c'était vraiment, ils se sont dit, mais voilà. Et après, voilà, j'ai posé plein de questions. Qu'est-ce que vous allez me faire là? Ils m'ont dit, on va vous ouvrir. Ou, donc j'espérais jusqu'au bout, on peut aussi faire avec des petits trous aujourd'hui, des petites caméras, et juste couper et vous le retirer par ces petits trous. Donc jusqu'au bout, j'espérais, jusqu'au jour, voilà. Donc je savais que j'avais un cancer, je raconterai après la suite. Je m'y étais fait. Après, on m'avait expliqué qu'il fallait que je me stabilise pour pouvoir me faire opérer. Donc je me suis dit, bon, je vais rester le temps d'être stabilisée. Je me rappelle de cette phase-là. Voilà, donc là, ça commençait à aller mieux. J'étais en neurologie, sauf qu'un jour, un matin, je me réveille. Même chose que quand j'étais au ski, fatiguée. C'est-à-dire que je ne peux pas me soulever du lit. En fait, il faut comprendre que quand je dis fatiguée, c'est-à-dire que je suis allongée et que j'essaye de me lever, mais je n'y arrive pas. Donc, le moindre mouvement était difficile pour toi. C'était très lourd, très lourd. Donc j'essayais de me lever, j'y arrivais pas. Et là, elle me dit, écoutez, parce que j'ai appelé l'infirmière, j'ai dit, écoute, j'arrive pas à me lever, essayez de prendre votre médicament. Elle m'a aidé à me lever, j'y arrivais pas, parce qu'en fait, le fameux symptôme de déglutition, je n'arrivais pas à déglutir. Et là, pour le coup, ça a été... compliqué parce que j'étais sortie de réa, j'allais mieux, j'étais en neurologie, j'avais même recommencé à parler un petit peu et je me réveillais un matin et en fait, pire que la première fois que j'étais aux urgences. Donc on s'est dit, mince, c'est bizarre. Donc moi, mon premier réflexe, à chaque fois que j'allais mal, j'appelais maman. Voilà. C'est ta roue de secours. Voilà, ma mère, c'était ma ligne de vie, on va dire, dans la continuité de mon hospitalisation. C'était toujours la première personne que j'appelais parce que j'avais toujours peur d'inquiéter Samy. Et il ne faut pas oublier que Samy s'occupait de notre bébé. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'hôpital, j'avais l'habitude de m'occuper de ma fille. Et du jour au lendemain, c'est mon mari qui a tout pris. Elle avait quel âge, Amélia, à ce moment-là? Elle était toute petite. Elle n'avait même pas un an. C'était ça, elle était toute jeune. Elle allait avoir un an, donc elle avait 11 mois, 3/4, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que lui, heureusement, il savait faire, c'est pas le problème. Mais du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans maman. Donc je ne voulais pas plus l'inquiéter. Donc à chaque fois que j'avais des symptômes ou que j'avais des crises ou que j'avais quelque chose qui n'allait pas, mon réflexe, c'était d'appeler ma mère. Je vais faire une petite parenthèse parce que tu vois, quand tu parles d'Amélia, de Samy qui a géré la petite, c'est que tu as eu un entourage très bien aussi. Tu parlais de ta maman, qui est ma sœur, voilà. qui a un caractère très positif et très combatif, et qui, elle, t'amenait cet équilibre qui était important pour toi, ce que tu avais besoin, mais tu as aussi les parents de Samy qui ont été comme les deuxièmes parents d'Amélia et qui ont pu soulager Samy aussi pour qu'il puisse venir te voir. Parce que pour la famille, là tu parles de toi, de ton ressenti, mais pour la famille c'était très dur aussi. Pour nous c'était, elle est jeune maman, c'est une injustice, pourquoi pas moi, tu vois, tu arrives quand tu es dans la famille à te poser ces questions, pourquoi elle? Donc là c'est des pleurs, c'est des trucs, parce que là, on s'est étalé, tu vois, sur ton début de ressenti et ainsi de suite. Mais nous, qui sommes de l'extérieur, qui n'avons pas toutes ces données-là, moi, première chose qui me vient en tête, elle a failli passer une fois. Elle a failli passer 2 fois. Elle a failli passer 3 fois. Donc là, tu te prends une claque dans la gueule, tu vois, et tu pleures. Et le plus dur, c'est de venir te voir et de comment se comporter par rapport à toi, tu vois. C'est solide. Ouais, c'est pas évident. On a beau avoir des caractères, mais il faut que tu saches que quand on sortait de là-dedans, et même ta mère qui est très positive, alors elle pleura pas au téléphone, ta mère, tu sais, ta mère, c'est quand on s'appelait, c'était
je te rappelle. En fait, quand on se disait je te rappelle, c'est qu'on s'écroule et on se rappelle dans 5-10 minutes après. Tu vois, parce que c'est... Et moi, j'ai envie de savoir, tu vois, depuis tout à l'heure, on discute, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu as eu peur? Peur à un moment donné, quoi. Est-ce que moi, j'ai souvenir, et tu me le disais ouvertement, je vais passer du coq à l'âne, mais on reviendra après, tu sais, aux détails de la maladie, parce que moi, j'ai besoin d'avoir ce ressenti-là, où quand on était à l'hôpital, tu me disais, j'ai peur de m'endormir. Pourquoi tu avais peur de t'endormir? Donc, c'est ce que j'allais venir à dire, donc très bien que tu en parles. Effectivement, donc ce jour où j'étais très mal, j'ai été donc retransférée en réanimation. Mais là, ça a été complètement différent parce qu'en réanimation, tu as plusieurs blocs, plusieurs étapes. Tu as la réanimation donc, de suivi, continu suivi, là où tu vas normalement. Vaut mieux pas y aller. Et tu as la réanimation en bloc. Et ma deuxième réanimation, j'étais en bloc. Et donc, c'est la deuxième réanimation qui a été déclencheur de tout. Qui a été déclencheur pour moi de mince, c'est peut-être la fin, parce qu'avant, moi, je ne me rendais vraiment pas compte. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est là où, on se dit, c'est pas normal. Et c'est là, je pense, où vraiment, je me suis dit, pour mes proches, c'est compliqué. Parce que réanimation en bloc, c'est, t'es seul, t'as pas de toilette, t'as rien, t'as des infirmiers qui te surveillent 24 heures sur 24, et c'est là où on te dit, on va peut-être devoir vous intuber. Et c'est là où j'ai dit, pour la première fois, j'ai peur de dormir. Parce que j'avais peur de m'endormir, et que le lendemain, je n'allais pas mieux, et qui voulait dire ne pas aller mieux, voulait dire intubation. Et pour moi, en fait, dans ta tête, l'intubation était quelque chose... Voilà, moi j'ai toujours eu, c'est-à-dire que limite j'avais moins peur du cancer que de l'intubation. Le jour où je me suis fait opérer, c'était pareil, c'était je ne veux pas être intubée. Donc, parce que pour moi, l'intubation, c'était signe de fin de vie. Je ne sais pas comment expliquer. Non, mais on comprend bien. Voilà, on est, en fait, on respire grâce à une machine. Et pour moi, cette idée de respirer grâce à une machine voulait dire que je ne respire plus. D'accord. Voilà, donc j'avais vraiment ce blocage immense qui faisait qu'effectivement, quand j'étais transférée dans ce fameux bloc, c'est... donc certes, je pleurais tous les jours, je ne vais pas mentir, parce que je ne voyais pas ma fille. Clairement, le pleur que j'avais, en fait, je n'arrivais pas à me concentrer, je pense, sur la maladie. Je me concentrais à 200% sur ma fille, parce que tous les jours, je ne voyais pas ma fille. Donc c'est vrai que j'ai eu énormément de chance, parce que ma belle famille et ma belle-sœur, donc mes belles-sœurs, dont une particulièrement, ont vraiment pris soin d'Amélia, parce qu'il y en avait une, la pauvre, elle travaillait trop, elle ne pouvait pas être tout le temps là. L'autre, elle avait des flexibilités par rapport à son travail, et heureusement pour moi. Elles se sont énormément bien occupées de ma fille. Donc, ce n'était pas la crainte de se dire ma fille. Non, elle était très bien entourée et je ne remercierai jamais assez ma belle famille pour ça, ainsi que maman et mon mari quand même. Mais vraiment, moi, c'était le fait de ne pas la voir. C'est-à-dire que n'importe quelle mère, voilà, moi, je n'ai pas vu ma fille. Ouais, je pense que c'est dur, ça. En 2 mois et demi, j'ai vu ma fille 4 fois. Donc, il faut réaliser, en 2 mois et demi, c'est très long, 2 mois et demi d'hospitalisation. Surtout que tu étais vraiment jeune maman, quoi. Tu voilà. l'as dit tout à l'heure, non. Et moi, j'étais très fusionnelle avec ma fille. C'est-à-dire que, voilà, comme je ne sais pas si toutes les mamans sont comme ça, mais moi, je m'occupais tout le temps de ma fille. Et je lui apprenais tout. J'étais très collée à elle. Donc, du jour au lendemain, même, je pense, elle l'a ressenti. On le sait aujourd'hui avec le temps, parce qu'on a vu pas mal de choses qui ont fait qu'on a compris qu'elle avait eu peur. Mais un bébé comprend tout. Un bébé comprend très très bien. Et quand elle venait me voir à l'hôpital, je ne pouvais pas parler. Les premières fois où elle est venue me voir à l'hôpital. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de communiquer. Mais c'était très dur. Franchement, c'était très très dur. Je sais que je pleurais toujours à cause de ça. La seule fois où vraiment j'ai pleuré pour moi, c'est quand j'étais en bloc. Parce que je me suis dit... non, c'est pas la seule fois. On y reviendra après. J'ai eu une étape où j'ai vraiment bien pleuré aussi pour moi. Mais voilà, c'était la première fois. Celle du bloc, c'est la plus marquante, non? Oui, complètement, parce qu'on se retrouve vraiment dans... Il y a plein de machines, on est branchés de partout, parce que, pour le coup, on suit les constantes de vie. Et je pense qu'on est conscient aussi de tous les handicaps qu'on a, quoi. Oui, complètement. Complètement. Alors, on est conscient de tous les handicaps. De tous les handicaps qu'on a. Et pour dire vrai, voilà, c'est bloquant, franchement, j'étais un vrai légume. Et je pense que ce qui était vraiment le plus dur, c'était à chaque fois d'aller mieux et de retomber, d'aller mieux et de retomber. En fait, comme c'était une maladie rare, donc quand j'ai été au bloc, ils ont trouvé une solution, c'était tout simplement des échanges plasmatiques. Je sais pas, voilà, c'est changer de plasma dans mon corps et c'est ça qui m'a permis, si tu veux, au fur et à mesure d'aller mieux. Mais ce qui était vraiment compliqué dans cette maladie, c'est ça, j'allais mieux et je rechutais. Tu avais un espoir de... Voilà, à chaque fois je me disais c'est bon, je vais mieux et je rechutais. Et à chaque fois je leur disais non, laissez-moi le temps, laissez-moi passer la nuit, je vais vous montrer que je n'ai pas besoin d'être intubée, je vais y arriver. Et voilà, je faisais la respiration. Franchement, c'est vraiment la fois où j'ai vraiment eu peur pour moi, c'est ce moment-là. Et le fait aussi de voir
c'est la première fois que j'ai vu mon mari craquer. Donc, tu te dis, bon, ouais, quand même. Alors, maman, je sentais qu'elle n'était pas bien. Le fait d'être en bloc, et maman restait avec moi parce que comme je l'avais appelée le matin. Alors maintenant, je peux te le dire, on a eu quand tu es parti au blog, donc on était au courant. Donc, tu sais, on t'appelait pas tous, mais le téléphone fonctionnait très bien. Oui, bah oui. Et ouais, c'était, comme je te disais tout à l'heure, dur psychologiquement. L'extérieur, c'est qu'on ne peut rien faire, quoi. Tu vois, on ne peut rien faire. Et la peur de devoir disparaître. Non, mais de te devoir disparaître. Parce que quand on dit que tu as failli passer 3 fois, c'est vraiment passer, quoi. Ça veut dire que ça tenait à un fil que tu y passes. Donc toi, tu as l'information, mais tu n'es pas à ta place. Donc on ne sait pas comment réagir. Moi, je me rappelle l'histoire du bloc. Ouais, j'avais pas dormi la nuit, quoi. J'ai passé ma soirée dehors. Enfin bref. Voilà. Non, mais oui. Non, mais j'imagine parce que c'est vrai que j'étais dans mon cocon. J'avais dit à maman que je voulais pas l'extérieur, c'était bizarre, mais je m'étais un peu renfermée et je voulais que maman. C'est bête, mais mon mari, voilà, venait, ça me faisait du bien, ça me soulageait. Mais j'avais vraiment besoin, je suis avant tout la fille à maman, voilà. J'avais vraiment besoin de ma mère et je me renfermais. Je disais à Samy et à maman, non, je veux personne parce que j'avais pas envie que les gens aient cette ou pas dernière image de moi. Au fond de moi, je le savais, même si je le réalisais pas. J'étais un légume, donc clairement, faut pas oublier, je ne parlais pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parlais, je faisais vraiment ça. Je me rappelle de ça. Voilà. C'était très dur pour toi d'arriver à sortir un mot. C'était très compliqué pour moi de parler. Et à chaque fois que je parlais, j'étais crevée. Donc c'est vrai que faut pas oublier. Là, je parle. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Mais je ne parlais pas. Je marchais pas. Je ne faisais rien. J'avais des examens tout simples. Levez vos bras pendant 1 minute. Je ne pouvais pas le faire. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais on ne se rend pas compte. Et bon, au pire, ça, voilà ce que tu disais, j'explique sur mon blog, donc les gens peuvent le comprendre. Mais c'était toutes ces choses-là qui faisaient que j'avais vraiment pas envie que les gens me voient comme ça et cette image de moi. Ouais, mais les gens ont besoin de te voir. Que ce soit dur ou pas, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que toi, tu voulais pas forcément que les gens viennent te voir comme ça, mais je pense qu'humainement, les gens ont besoin d'être à ton contact. C'est même pas c'est de te voir, en fait, te voir physiquement. Je pense que tout le monde est à même de ne pas craquer devant la personne. Et effectivement, une fois que la porte est fermée, les gens sensibles craquent. C'est normal, c'est très humain. Moi, je voulais donc ça a duré quoi, cette période-là, hospitalisation, 2 mois et demi? Oui. 2 mois et demi. Oui, mais en fait, ça a été très très vite. Tout ce qu'on vient d'expliquer, les 2 réanimations, se sont passées en même pas 2-3 semaines, puisque j'étais le 21 février, je me suis fait opérer le 14 mars. D'accord. En fait, normalement, ils devaient attendre que je sois stabilisée. Ils n'ont pas pu attendre. Quand je suis passée donc, au fameux bloc... C'était vraiment en urgence à ce moment-là. Je vais le dire son nom parce que ce docteur Prost en réanimation... je le remercie aujourd'hui avec beaucoup de recul parce qu'il m'a très bien suivi tout le long de mon hospitalisation et il n'était pas seul, mais c'est avec lui que je parlais quand je pouvais parler. Et il a cerné mes inquiétudes et puis je pense qu'il avait vraiment bien compris que j'étais jeune, j'avais ma petite fille parce que j'en parlais tout le temps. Donc il était vraiment derrière moi et c'est lui, je pense au fond, Et c'est lui qui a dit non, écoutez, parce que je dis que je voulais être opérée dans le meilleur hôpital, je suis jeune, donc voilà. Et en plus c'était une maladie rare, donc peu de chirurgiens connaissaient cette opération. On est vraiment très très peu en France. Je crois qu'il y a plusieurs phases dans cette maladie-là. Et toi, tu avais la plus importante, qui est la 4, c'est ça? J'étais à la phase 4 sur 5 à ce moment-là. Et donc, on dit qu'à la 5e, c'est trop tard. D'accord. Voilà. Donc, pour un peu comprendre. Donc, moi, j'étais à la phase 4 sur 5. Après, les échanges plasmatiques m'ont énormément soulagée. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que mon cancer, donc quand je dis phase 4 sur 5, on parle du cancer. Ouais. On parle du cancer. On ne parle pas donc de la maladie, Et donc, j'étais effectivement sur le cancer, phase 4 sur 5. Quand ils m'ont fait les examens en plus, j'avais des nodules sur la plèvre du poumon. Donc, j'avais vraiment le cancer qui s'était propagé. Heureusement, c'était que sur la plèvre du poumon. Bon, en peu de temps, ce docteur Prost, il s'est dit, bon, on ne pourra pas attendre que vous soyez stable. Malheureusement, ce n'est pas positif pour vous parce qu'il y a plus de risques pendant l'opération. Mais je vous envoie donc à l'hôpital Marie-Lannelongue, et le meilleur hôpital en chirurgie thoracique, donc j'étais heureuse. J'avais demandé le meilleur, je l'ai eu, parce qu'au début, je ne devais pas me faire opérer là, je devais me faire opérer dans un hôpital à Paris, je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà, ce docteur avait vraiment compris mes besoins, que j'avais besoin d'être rassurée, que j'avais besoin d'être chez les meilleurs, je pense. Et donc, j'avais été dans cet hôpital. Donc, maman m'avait suivie, j'ai été transférée, c'est pas vraiment très peu de temps, puisque j'étais transférée le 13
mars. Ah, ça a été très rapide. Hein. Donc j'ai été transférée donc, le jour de ton anniversaire. Ouais, et que j'ai pas festoyé. Et j'ai été opérée donc, le 14 mars, donc le jour des 1 an de ma fille. Oui, parce faut savoir qu'avec Amélia, on a une journée de retard. Exact. Et c'est là, ça a été très très dur et je pense que c'est l'opération, voilà, c'était ma deuxième étape qui a été très dure parce qu'il y avait toujours le risque d'intubation. C'est bizarre, mais vraiment j'avais plus cette peur que la peur du cancer. J'avais pas peur de l'anesthésie, j'avais pas peur de me faire opérer. Je savais que j'étais, ce que je disais tout le temps à maman, que je savais que j'étais chez les meilleurs, donc j'avais vraiment pas cette crainte, mais j'avais peur du réveil. Voilà. Tu étais sereine par rapport... J'étais vraiment sereine par rapport à l'opération, puisque de toute manière je me disais, dans tous les cas, il faut que j'y passe sur le billard, donc allons-y. J'espérais qu'ils m'enlèvent tout, ils ont réussi à tout enlever, donc même les nodules sur la plèvre du poumon, donc tant mieux. Mais c'était vraiment le réveil, l'intubation et la suite qui a fait que, donc pour dire la suite, voilà, on m'a enlevé, l'opération s'est bien passée, je me suis réveillée, tout allait bien. J'avais prévenu tout le monde que c'était les 1 an de ma fille, donc ils étaient tous vraiment au soin avec moi parce que je faisais que de pleurer. C'était les 1 an de ma fille avec le sourire et je pleurais. Donc je faisais vraiment que de pleurer parce que je ratais les 1 an de ma fille. Mais voilà, la crèche aussi, ils avaient fait des photos, je leur avais demandé, ils ont envoyé les photos. Tout le monde était vraiment derrière moi. C'est-à-dire que je me sentais vraiment bien. J'avais ma famille, tout le monde me rassurait en disant « T'inquiète pas, on fera une grande fête pour ces 1 an plus tard. » Ok, donc il n'y a pas de problème, donc on le fera. Donc j'avais vraiment tout le monde qui voulait que ça se passe bien ce jour-là. Mais 2 jours le lendemain, voilà, l'opération s'est bien passée, tout s'est bien passé. On m'enlève les drains. Donc les drains, c'est pour la circulation donc, du sang. On m'enlève les drains, on me les a mal enlevés. Donc j'ai de l'air qui est passé dans les poumons. Et puis là, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que je ne suis pas médecin. Mais en fait, comme j'avais de l'air dans les poumons, on m'a tout simplement remis les drains, mais à vif. À vif. Mais voilà. Pourquoi ils te l'ont retiré à vif? Parce que je crois que ton corps n'acceptait pas ça. Voilà, donc ma maladie, la myasthénie, j'ai une liste de 3 pages de médicaments à proscrire, donc, dont je n'ai pas le droit. Faut comprendre que ma maladie fait que je suis sous immunosuppresseur et donc je n'ai aucune défense immunitaire. Et je n'ai pas le droit aux médicaments. Donc si je tombe malade, c'est pareil, quelqu'un qui va mettre 2-3 jours à guérir, moi je mets 2 semaines à guérir. Maintenant, je m'y suis fait, c'est ma maladie. Sauf que quand j'étais à l'hôpital, on m'a dit, écoutez, la morphine, j'avais le droit, mais je ne la supportais pas. Sinon, j'aurais pu être sous morphine. Mais là, mon corps ne supporte pas la morphine. Donc, ils t'ont enlevé le drain à vif, quoi. L'enlever à vif, c'est normal, c'est pas grave. En fait, j'ai été opérée à vif. C'est-à-dire que, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comme je dis, je ne suis pas médecin. Mais en fait, on a dû me remettre un drain. Et c'est cette opération qui a été faite à vif. C'était la nuit vraiment... la pire de ma vie parce que voilà, ce soir-là, la pauvre maman dormait. Moi, je n'ai pas dormi, mais j'avais besoin de m'exprimer. Donc, j'ai bombardé maman de messages. Je lui disais, j'en peux plus. Ça y est, là, je comprends. J'en ai marre. J'abandonne. Et je pense que ça a été dur pour ma mère parce qu'elle a dû se dire, attends, tu as passé tout le pire sans vraiment jamais me dire que tu allais abandonner. Et là, on te fait un drain à vif, tu veux tout abandonner. Alors que ce n'était pas une question de survie. Pas du tout. C'était juste une douleur. C'était une douleur, mais tellement grave que je craquais, quoi. Je craquais, je ne pouvais pas dormir. Je n'ai pas dormi pendant 2-3 jours. 2 jours, parce que le 3e, je suis repartie à Mont-d'Or. Mais c'était vraiment, même si je savais que je ne restais pas longtemps dans cet hôpital, j'étais très bien entourée des aides-soignantes au top. Hein, mais ça a été vraiment trop, trop dur. Ils m'ont trouvé des antidouleurs pour essayer de me calmer et me faire dormir et tout. Mais c'était vraiment la pire étape de toute ma maladie, c'était celle-ci. C'est vraiment là que tu as... Psychologiquement, en fait, j'ai craqué parce que la douleur était insupportable. Vraiment. Et là, en termes de temps, ça faisait quoi déjà? C'était par le 14 mars. Par rapport au début où tu as été hospitalisée Du 21 au 14 mars. En fait, vraiment, tout s'est passé sur un laps de temps. Non, mais c'est pour réaliser, comme tu es resté 2 mois et demi hospitalisée, pour ça, avoir... c'est vraiment le pire de toute ma maladie, en fait, et de tout ce qui m'est arrivé, c'était vraiment sur un laps de temps restreint, vraiment très court, parce que du 21 au 14 mars, il n'y a même pas 2 semaines. C'est vrai que quand tu parles de cette phase-là, effectivement, j'avais eu ta mère au téléphone, parce que je te dis, c'est le téléphone, tout le monde s'appelait. Oui. On était resté longtemps au téléphone. Là, elle avait craqué parce qu'elle a senti vraiment que tu avais craqué. Elle ne te l'a pas montré. Non, mais je le savais, parce qu'elle me l'a expliqué plus tard. Ouais, elle me l'a expliqué plus tard, maman, et j'ai compris que ça a été dur pour elle, parce qu'elle s'est dit, mince, la seule fois où je dors, entre guillemets, toi, tu as craqué, quoi. Et je n'étais pas présente, donc elle s'en est voulu de ne pas être présente, alors que non, il n'y avait pas de raison d'être. Moi, je savais qu'elle dormait. On est d'accord. Voilà, moi, je savais qu'elle dormait, c'est juste que j'avais besoin de sortir tout ce que je ressentais, et donc je l'ai fait par SMS à maman, puisque c'était la personne avec qui je m'exprimais. Mais non, ce jour-là, ça a été vraiment très, 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 très dur. La douleur, je pensais même plus à Amélia, qui était normalement mon fil de survie, on va dire, dans ma maladie. C'était mon équilibre. C'était mon équilibre, et là, j'avais plus rien. Là, j'avais plus rien. C'était vraiment très, très dur.
Et oui, même ce jour-là, j'étais le genre de personne à dire mais si tu existes vraiment Dieu, voilà, j'étais vraiment dans un état. On arrive à un stade où on se dit mais tu te rends compte de ce que tu as dit? Mais j'en pouvais vraiment, vraiment plus. Là, c'était vraiment un appel de détresse. Là, c'était vraiment, tu étais en bas. T'étais en bas. Là, tu avais touché le fond. Là. Tout à fait. C'est pour ça que le lendemain matin, maman, elle a appelé le réveil au matin, les infirmières. Et les infirmières m'ont dit votre mère a appelé très tôt. Quoi. Et je savais, quoi, parce que voilà, j'ai compris. Mais j'avais passé la nuit, c'était vraiment dur. Maman, quand elle est venue me voir, à peine elle est rentrée, j'ai craqué. Et je pleurais pas par ma fille, je pleurais vraiment pour une fois pour moi. C'est-à-dire que vraiment, je me disais mince. Là, c'était l'étape donc la plus difficile pour toi. Voilà, tu reviens à Mont-d'Or. Je reviens à Mont-d'Or, je retourne en réanimation. C'était la 3e fois, mais c'était la suite logique. Ils ne s'attendaient pas, mais c'était normal parce qu'en fait, j'avais encore des symptômes. Et c'est là où je ne comprenais pas trop parce que je me suis dit, bon, je me suis fait opérer, j'ai encore des symptômes. Moi, je croyais que, allez hop, opération, bling bling, fini, je vais mieux. On passe à autre chose. Quoi. Et en fait, pas du tout. Et en fait, ce qui a fait que ça a été très très long, l'hospitalisation, c'est voilà, j'étais un légume. Donc, il fallait que je récupère tout au fur et à mesure. Et donc, j'avais fait quelques échanges plasmatiques pour me permettre en fait, d'aller mieux. Mais j'en avais fait que 3 répartis sur tous les 2 jours. J'allais mieux, ok. Ah oui, c'était quand même tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Oui, je suis montée, je suis retournée en neuro, j'étais bien. Tout se passait bien. Et en fait, donc, je ne suis pas en fait retournée en réa, mais j'ai eu une seconde chute. Rebelote, de nouveau des crises après 2 semaines. Et c'est là où je me suis dit, non mais stop quoi. Je dis à maman, stop. J'ai appelé maman, elle m'a dit, appelle le médecin, j'appelle le médecin, hop, rebelote. Donc j'avais un outil qui m'a suivi pendant 2 mois pour m'aider en fait à aspirer ma salive. Parce qu'il faut comprendre que je ne pouvais pas avaler. Je me rappelle de ce... Comme je ne pouvais pas avaler ma salive, quelque chose de tout simple, déglutir, je ne pouvais pas. Donc j'avais toujours un appareil pour... Donc ce soir-là, je n'arrêtais pas avec mon appareil. Et maman m'a dit, appelle le médecin. Et donc le médecin est venu. Et en fait... un interne, un médecin de garde, je ne sais pas quelle année il était, je ne sais pas qui c'était, il m'a appris que dans ma maladie, il existait une injection. Donc il m'a fait une petite injection qui m'a permis en fait de prendre mes médicaments, de pouvoir avaler pendant 15 minutes. Donc il ne faut pas louper le coche, mais j'ai pu avaler mes médicaments pendant 15 minutes et donc aller mieux. Parce que le problème, c'est que quand j'ai une crise, c'est que je ne peux rien faire, je ne peux pas avaler. Donc c'est pour ça que dès qu'on sent aujourd'hui un symptôme de fatigue ou un ptosis ou une faiblesse, je prends le médicament avant de pouvoir ne plus avaler. Mais non, c'était compliqué. Là, j'ai dit à maman, c'est plus possible. Quoi. J'allais mieux. On était, mars. Donc, ça faisait, 1 mois. Donc, je me disais, c'est bon, je vais mieux. C'est quoi? Pourquoi rebelote une crise quoi? Au bout d'un moment, stop. Et bon, c'est une maladie rare. Donc, ils ont mis du temps, en fait, à trouver le traitement. Donc là, ce stade-là, c'était me remettre. C'est ça. C'est parce que c'est la phase 4. En fait, donc, voilà, c'était me remettre. C'est-à-dire que je pense même pour mon entourage ou quoi que ce soit, c'était plus... voilà, ça y est, j'étais sortie de l'état grave, j'allais mieux, j'avais été opérée, j'allais vraiment mieux. Bon, effectivement, aujourd'hui, j'ai une énorme cicatrice. Voilà, j'ai vraiment... Ça allait mieux, mais il fallait maintenant que je récupère mon autonomie. C'est-à-dire que même si j'avais été opérée et que j'allais mieux, je ne pouvais toujours pas parler, je ne pouvais toujours pas mâcher, Donc voilà, j'ai eu plusieurs étapes de nourriture. J'ai mangé liquide, après mou, après dur. Même si dur, ça a été qu'un repas, je crois, sur toute mon hospitalisation. J'ai eu vraiment beaucoup de temps, en fait, pour me remettre. Et c'est ça, en fait, où je pense que ça a été après le compliqué et long. C'est-à-dire que mon entourage, moi, on savait que j'allais mieux. Donc, je pense que vous le saviez. Après, vous, parce que moi, je n'ai pas votre vécu. Non, mais c'était long à guérir. On a eu toujours la crainte, en fait, nous, de l'extérieur, on a eu toujours la crainte que j'y retourne. Que tu y retournes, en fait, parce que tu as eu des phases. Moi, je suis venu te voir quelques fois et tu as pu manger un âne. Je ne sais pas si je le prononce bien. Un âne au fromage. Ça, c'est quelque chose que tu aimais bien. Ouais. Voilà. Donc là, tu pouvais le manger. Donc déjà, tu dis waouh. Après, on a vu. Nous, on a eu la crainte exactement comme tu l'as raconté, où l'histoire du drain et ainsi de suite. Des fois, on avait un espoir que ça allait mieux et bim, tu retombais. Donc ça, c'était très difficile psychologiquement, même pour l'extérieur, parce qu'on ne peut rien faire, quoi. Non. Tu vois, et puis on se demande, c'est quand la fin, quoi. Ouais, c'est quand la fin dans le bon sens du terme. C'est quand que ça va s'arrêter. C'est s'arrêter, c'est terminé. Après, on a eu des moments positifs, c'est quand on vient te voir et que tu peux marcher pour aller au couloir, pour aller voir ta fille, en fait. Donc ta belle-mère ou ta mère ou Samy t'a amené la petite. C'était peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais ça te faisait un bien fou. Donc,
Et là c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, waouh, super, ça commence à aller mieux. Une étape de plus. Une étape de plus. Ouais, c'est ça. Effectivement, il faut comprendre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est vrai que je ne pouvais rien faire. Donc le moindre signe, je pense, de mieux. C'était notre baromètre, ça. Voilà, c'est tu ça. vois, tu ne pouvais pas prendre, prendre ta fille dans les bras. Même quand je parlais, j'avais une paralysie faciale due à la maladie. Donc c'est vrai que quand je parlais, j'avais toujours un coin qui restait bloqué, puisque je me rappelle que c'était pendant l'hospitalisation que Stéphane m'a annoncé que j'allais être tata. Et je me rappelle, et je me revois en vidéo avec lui, où j'essayais de sourire, et en fait, je souriais comme ça parce que j'avais tout ce côté. La bouche de travers. Ouais. Voilà. Et donc quand je me revois dans la vidéo, j'étais mort de rire. Je disais à Stéphane, ah ouais, t'aurais pu me dire que j'avais une sale tronche. Parce que bon, moi je suis comme ça, je préférais en rire. Mais c'est vrai que j'ai dû tout réapprendre. Manger, parler, marcher, j'ai dû tout réapprendre. Et c'est vrai que moi, ma voix, je l'ai récupérée même longtemps après être sortie de l'hôpital. Je l'ai récupérée en juillet. Donc c'est vrai qu'on se dit, j'ai eu vraiment tout un... T'es sortie Donc je suis sortie début mai, le 3 mai, je suis sortie de l'hôpital. Après, voilà, beaucoup d'interrogations parce que bon, j'ai dû faire de la radiothérapie. Ils avaient peur par rapport à la radiothérapie, donc j'ai dû en fait commencer la radiothérapie sous hospitalisation pour voir les effets secondaires, parce que j'avais des risques de retour. Mais bon, il faut comprendre que ce qui m'a sauvée, c'est qu'après avoir essayé plein de solutions, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, il ne fallait pas 3 échanges plasmatiques tous les 2 jours, mais il m'en a fallu 6 d'un coup. Donc pendant 2 semaines, tous les 2 jours, je faisais des échanges plasmatiques. J'en ai eu 6. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis, hein, les donneurs de sang, merci, parce que c'est sans eux. On ne le dit jamais assez, ça. Non, mais sans eux, moi, aujourd'hui, je ne serais pas là. Parce que c'est les échanges plasmatiques qui m'ont, au final, sauvé de la maladie, parce qu'il fallait complètement nettoyer mon sang, j'avais trop d'anticorps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai toujours trop, c'est pour ça que j'ai des médicaments à vie, mais aujourd'hui, je peux les réguler par les médicaments. À l'époque, j'en avais vraiment tellement que le seul moyen, c'était de nettoyer mon sang. Et tu parles de médicaments, tu prends combien de médicaments par jour ? Alors, en soi, j'en ai... par rapport à ta maladie. Voilà, j'en ai 3, plus un 4e que je prends selon les états de fatigue. Mais en nombre de comprimés, ça va vite, puisqu'il y a plusieurs dosages et que mes dosages sont élevés. Donc oui, en comprimés, j'en ai 5, 6. Et au début, quand je suis sortie de l'hôpital, j'en avais 15. Donc aujourd'hui, c'est une réussite pour moi, parce que j'en ai beaucoup moins, parce que mes dosages se sont diminués. Maintenant, l'objectif, c'est pour moi, hein, le prochain, c'est plus du tout de médicaments. Mais bon, voilà, avant d'arriver à ça, déjà... je remercie d'être là et puis d'aller mieux. Et puis bon, j'étais vraiment... Je l'avoue que j'ai fait ma forte ou quoi que ce soit et que je faisais genre que tout allait bien. Mais, c'est humain, c'est normal. Mais voilà, plusieurs fois craqué et plusieurs fois, je me suis demandé pourquoi moi, comme tout le monde s'est posé la question. Et après, je l'ai accepté puisque moi, je me dis, c'est une étape de la vie. Mais bon, je pense que ça m'a renforcée, je pense, au fond. Et puis qu'au final, Tu en sors comment de tout ça ? Psychologiquement, tu te sens forte, tu vois la vie différemment, Alors, quand je suis sortie tout au début, je voyais tout différemment, mais vraiment tout. Après, au fur et à mesure, je pense qu'on ne se rend pas compte, on reprend notre quotidien et on met de côté ce qui nous est arrivé et c'est quelque chose à ne pas faire. Personnellement, je pense que je le fais, hein, je suis humaine, hein, comme tout le monde, hein, mais je pense qu'il ne faut pas oublier par quoi on est passé et quand on revient de loin comme ça. Et souvent, je me dis, mais tu te rends compte, il y a 1 an, tu parlais presque pas. Il y a 1 an, tu marchais pas. Il y a 1 an, tu partais en vacances avec ton enfant parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai cette maladie qui fait que ma fille, il y a quand même des choses, je ne peux pas la porter longtemps, je vis avec, je me suis habituée. Mais on doit réapprendre à tout faire. C'est-à-dire quand ton bébé vient te voir et te dit « maman a les bras » et que tu ne peux pas, et que tu lui dis « non, je ne peux pas », c'est pas facile. Donc, j'ai dû apprendre à vivre avec, je m'y suis fait. Mais non, franchement, tu vois, c'est normal, hein. C'est normal. Ça a été dur. Ouais. C'est un truc que je parle pas, mais les insomnies sont liées à mon vécu, je le ressens. J'ai du mal parfois à dormir parce que bon, à l'heure actuelle je remémore. Oui, ouais. À l'heure actuelle, beaucoup moins. Parce que bon, au bout d'un moment, on s'habitue, mais je pense que j'en aurai toute ma vie. Rassure-moi, tu dors bien maintenant. Oui, j'en aurai toute ma vie des insomnies. C'est lié en plus aux médicaments. Je suis quand même sous corticoïdes encore. Donc c'est quelque chose, des effets secondaires. Quoi. Et bon, ta maladie, le plus dur, est passé. Maintenant, je vis avec. Maintenant, tu vis avec, tu as trouvé un équilibre. Est-ce que tu y penses encore ou tu passes à autre chose? Tu te dis, carpe diem, la vie est belle. Moi, je passe à autre chose. Même quand j'étais à l'hôpital, j'étais suivie par plein de psys. Et dès le début, elles m'ont dit, ça se voit, on n'a jamais vu ça. Bon, voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est ma manière d'être et c'est ma manière de vivre. Je suis optimiste. J'ai toujours été... Je vais faire une petite parenthèse. C'est le Martin, ça.
C'est complètement le Martins. Je pense que ça vient de ma mère, parce que moi, voilà, j'adore mon père, il n'y a pas de souci là-dessus, j'aime mon père, mais j'ai vraiment eu voilà, l'éducation de ma mère, je l'ai vraiment gardée. Et c'est sa force de caractère à ma mère de toujours être optimiste et d'aller de l'avant. Et on l'embrasse bien fort. Voilà, et je pense que voilà, je suis comme elle sur ce point-là. C'est une force, mais ça peut être une faiblesse aussi. Tout à fait, parce que même quand moi j'étais dans un état grave, je positivais, je blaguais. Parfois, moi, mais est-ce que c'était pas une façon de camoufler, parce que c'est ça aussi. Bien sûr, parce que moi je voulais vraiment pas que mon entourage soit mal. Moi, j'étais mal, j'avais pas besoin que les autres le soient, même si je savais qu'au fond, dès qu'il passait la porte, il l'était. Mais voilà, je voulais que quand il soit avec moi ou qu'il passe le peu de temps qu'il passe avec moi à l'hôpital, voilà, qu'il garde ce côté positif. Et moi, j'avais dit à maman, je veux que tu sois avec moi comme si de rien n'était. Et elle le faisait. Et je la remercie 1000 fois pour ça, parce qu'elle venait me voir, on faisait notre quotidien. On lisait le journal du textile, on parlait du travail, parce qu'effectivement, je voulais toujours travailler. J'étais à l'hôpital, je sortais mon ordi, je faisais mes passations, et les gens ils disaient, mais vous êtes complètement tarés. Voilà, non, j'avais besoin de faire comme si tout allait bien. De faire comme si Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que tout aille bien, parce que je vis avec cette maladie qui a quand même des contraintes. Je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Donc, obligatoirement, voilà, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un bas parce que j'ai appris que je ne pourrais pas avoir mon deuxième enfant tout de suite et je voulais un deuxième enfant. Tu vois, c'est des petits trucs, ça m'a mis un coup. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est pas grave, on va de l'avant, on se dit ça arrivera un jour. Je sais que j'aurai des risques dans une dizaine d'années dans notre cancer parce que je prends trop de médicaments. C'est pas grave, on avance. Voilà, je me dis il faut être optimiste et franchement aller de l'avant. Je sais qu'on a tous des maladies et que c'est différent, mais je sais qu'il y a malheureusement des personnes quand ils ont des maladies qui se renferment là-dedans. Et si aujourd'hui je peux leur dire non, vous êtes, même si vous vous sentez seul, vous n'êtes jamais seul, que ce soit pas la famille ou l'entourage, parce que le milieu hospitalier aide énormément. Donc sincèrement, j'étais très bien entourée, même à l'hôpital ou même par les médecins. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous, même si vous ne le savez pas. Et non, allez de l'avant. La vie est trop belle pour qu'on se renferme sur ce qui nous arrive. On peut toujours s'en sortir et aujourd'hui, je le dis, pour moi, c'est 50% de la maladie dans la tête et j'en suis sûre parce que quand je vois que je pense que je suis sortie de tout ça parce que voilà, j'étais positive et tu as été de l'avant, quoi. Et que j'allais de l'avant, ouais, vraiment. Après, je n'oublie pas ce qui s'est passé, je n'oublie pas que ça a été dur aussi pour mon entourage, je n'oublie pas que j'ai raté 2 mois et demi de ma vie. Tu sais quoi, je pense que, tu vois, je t'ai entendu souvent parler, j'ai pas vu ma fille grandir, j'ai pas vu ses premiers pas. Oui, mais ses premiers pas, mais t'es là, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, j'aurais pu... C'est une goutte d'eau. C'est rien. Par rapport à tout ce que tu vis à l'heure actuelle avec elle et tout ce que tu vas vivre dans les années à venir. Ouais. Donc, tu vois ce côté positif et il faut rester sur ça. Il ne faut pas dramatiser. Oui, c'est sûr. Ok, tu ne l'as pas vu faire ses premiers pas, mais tu la vois marcher, c'est l'essentiel. C'est ça, c'est clair. Mais non, mais c'est vrai que nous, parfois, en tant que maman ou femme, on reste figé, c'est comme on n'est jamais contente. Voilà, j'avais les médicaments, je gonflais, je grossissais, donc je râlais beaucoup. Chaque fois que j'avais un neurologue, je lui disais, mais vous vous moquez de moi, je suis censée aller mieux et maintenant je grossis. Et elle me disait, mais c'est rien par rapport à ce que vous avez vécu. Mais moi, j'avais limite oublié tout ce qui s'était passé et je pensais qu'au fait que maintenant, je grossis à vue d'œil parce que je prends des médicaments. Et elle me disait, mais vous vous rendez compte par où vous êtes passé? Même maman me le disait parce que maman vient tout le temps avec moi chez la neurologue. Et moi, limite, j'oubliais tout ce qui s'était passé. Et en tant que femme, je me disais, non mais voilà, j'ai raté ça, j'ai pas fait ci, je grossis, je peux pas manger salé, c'est quoi la prochaine étape? Pas de sucre, pas de sel, voilà, c'était... Et au final, quand tu vois tout ça de loin, tu te dis, mais c'était rien en fait, pas de sucre, pas de sel, c'était rien par rapport à tout ce qui aurait pu arriver. Et puis aujourd'hui, comme on me disait, je parle, il y a un an, je parlais pas. Et t'as pas la bouche de travers. Et c'est vrai, et encore parfois quand je fais des photos, je me dis, ah mince, regarde et tout, et j'ai l'impression toujours d'avoir un peu, parce que c'est psychologique, parfois on a l'impression d'avoir la bouche de travers, mais oui, parce que j'avais la bouche de travers, parce que j'étais paralysée. Et c'est vrai, c'est plein de choses qui font que... Mais bon, aujourd'hui, moi franchement, je remercie d'avoir été entourée par toi, maman, par ma famille, je remercie tout le monde d'avoir été... Je pense que tout le monde a contribué. Voilà, je remercie vraiment mon entourage d'avoir été présent, parce que ça a été vraiment très important, d'avoir respecté, tes choix, mes choix, mes souhaits. Après, je comprends que vous ayez eu besoin de venir, pour ça qu'après j'acceptais, mais
Voilà, c'était vraiment... De toute façon, tu n'avais pas le choix. Même si tu m'aurais interdit de rentrer, je serais non, venue, je serais rentrée par la fenêtre. C'était même ma belle famille aussi. Au début, tu ne voulais pas qu'ils viennent. Et après, au fur et à mesure, j'ai accepté. Mais je savais très bien que pour ma belle famille aussi, ou pour toi, ou pour... peu importe les personnes qui venaient me voir en ressortant de là, ils étaient bouleversés. En tout cas, moi, je suis très content de te voir avec une bonne mine comme ça. C'est sûr. Sincèrement, sincèrement, parce que voilà, moi je sais, ou comme ta mère, comme de la famille proche. Dans quel état j'étais? Je pense qu'on dans quel état on peut pas si on réalise, parce que sincèrement on réalise, on ne va pas refaire tout le discours. Non. Moi, ce que j'avais envie de te dire, ma nièce, c'est merci d'avoir parlé de ta maladie, parce que si tu veux, ce qui m'agace quand les gens parlent du cancer, parce qu'il faut dire les mots, c'est un cancer, tu vois. On a tous des réseaux, ils sont tous là, partage, cancer, tu vois ce que je veux dire? Des photos avec un cœur, des fleurs, arrêtez avec ça. Parlez. Vous avez quelqu'un autour de vous qui a un cancer, parlez-en. La meilleure façon de parler de ça, d'un cancer, c'est d'avoir des témoignages, c'est de dire le ressenti. Comment on l'a vécu? Tu vois, tu m'as parlé de ton ressenti, je t'ai dit quelques mots de moi, de mon ressenti, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Ma nièce, je te remercie énormément d'avoir accepté de parler de ton cancer. Je te souhaite 1000 choses pour l'avenir. Oui, il sera bien. Je t'embrasse très fort. Merci tonton, merci pour tout.